Ils quittèrent Tsvetnoï Boulevard à bord de la dernière barcasse en bouteille. Omer, Artyom, Lyoka, heureux de les retrouver aussi vite, et le sous-officier au grain de beauté entre les yeux, qui s'était présenté à eux sous le nom de Dietmar. Deux anonymes en uniforme noir s'emparèrent des rames, et bientôt il ne resta plus de Tsvetnoï Boulevard qu'une tache de lumière de la taille d'un kopeck, qui coula quelques minutes plus tard. L'odeur de moisissure saturait l'atmosphère. Les rames clapotaient dans l'eau, en déchirant une pellicule d'essence au reflet arc-en-ciel, et en chassant les déchets autour d'eux. Sous ce dépotoir flottant filaient des ombres sinueuses, qui ressemblaient à des reptiles, remuants, aussi épais qu'un bras. Il n'y avait jamais eu de tels monstres dans le métro. Leur existence même était impossible. Mais les radiations avaient engendré et mutilé des organismes du cru, incongrus et effrayants. « Savez-vous de quoi se compose l'avant-garde des Rouges ?» demandait le sous-officier. « Ils y recrutent des monstruosités. Ils les collent au premier rang. Ils les arment, ils les éduquent. Ceux qui ont 3 bras et 2 têtes. Des cancéreux qui n'ont rien à perdre. Et ils les envoient vers nos frontières, toujours plus près. Ils savent que ces saletés nous haïssent. Ils les draguent dans tout le métro. Nos services de renseignement viennent de nous apprendre qu'ils ont installé un barrage fortifié, à Stretensky, pour couper l'accès à leur ligne depuis Troubnaya. L'officier en charge est couvert d'écailles. Là, c'est à ne plus rien y comprendre. Est-ce que ce sont les rouges qui commandent aux monstres, ou les monstres qui donnent leur ordre aux rouges? Moi, je pencherai pour la deuxième option. C'est pour ça qu'ils veulent nous détruire. Ah, il se trame quelque chose, c'est moi qui vous le dis. Artyom l'écoutait sans entendre. Ses pensées étaient ailleurs. Il était primordial que nul ne le reconnût sur le territoire du Reich, que nul ne se souvînt du jeune homme qu'on avait promis de pendre à Pouchkinskaya, devant une foule en délire. Qu'aucun des geôliers de Tverskaya ne fit le rapprochement. Pouvait-on oublier l'exceptionnelle évasion d'un condamné qui avait la corde au cou? « Qu'en dis-tu, Stalker ?» Dietmar posa la main sur son bras, à l'endroit exact des brûlures. « Quoi? Dans quel secteur opères-tu? À la surface, s'entend. »« La bibliothèque. L'Arbat. J'ai rapporté des livres au brahman. » Omer avait le regard dans le vague, et caressait distraitement la poule. Il n'avait pas eu le temps de la confier à quiconque dans le repère de brigands, pas plus que de la manger. Aussi, le gallinacé était toujours en vie. « C'est un bon secteur ?» dit le sous-officier en fixant Artyom. Les reflets brisés des lampes de poche sur l'eau croupie lui collaient à la figure. « Et tu connais bien le coin? Au Kotny Riyad aussi? Et plus loin, vers le Bolchoï ?»« J'y suis déjà allé, » répondit Artyom méfiant. « Et pourquoi as-tu travaillé pour les brahmanes? »« Parce que j'aime lire. »« Ah, c'est bien ça. Et c'est un bon gars, lui. »« Le Reich a besoin de gens comme toi. »« Et de gens comme moi ?» demanda Lyoka. « Le Reich a besoin de gens très différents, » lui répondit le sous-officier avec un clin d'œil. « Surtout par les temps qui courent. » Ils arrivèrent à destination. La rivière souterraine s'arrêtait net devant un barrage de sacs de terre, ou de sable empilé. Derrière cette première barricade, on avait érigé un mur qui coupait les voies au milieu du tunnel. Une pompe électrique bourdonnait. On évacuait sans relâche l'eau qui s'infiltrait, malgré le bâti, et s'accumulait en une large flaque. On avait accroché des étendards. Sur un champ rouge, un cercle blanc centré orné d'un svastika à 3 branches. La triple autorité de Tchekovskaya, Tverskaya et Pouchkinskaya. Bien sûr, les 3 stations avaient été renommées depuis des lustres. Tchekovskaya en Wagnerskaya,
Pouchkinskaya en Schillerskaya, et Tverskaya en l'honneur de quelqu'un d'autre. Le Reich avait ses propres références. Ils sautèrent sur le rivage, et le sous-off échangea un salut nazi avec les sentinelles. Tous portaient un uniforme sur mesure. Ils avaient découvert à la surface le siège social des chemins de fer, dont les employés avaient des uniformes noirs et argent. Les factionnaires fouillèrent les bagages et y découvrirent la Kalachnikov, la radio, et le reste. Mais le sous-officier chuchota quelque chose à l'oreille des gardes-frontières, en souriant à Artyom d'un air complice, et ils se détendirent sans toutefois leur autoriser l'accès à la station. On les conduisit vers un couloir latéral qui partait du tunnel, dont l'entrée était grillagée et gardée. « On commence par une visite médicale », les informa Dietmar. « La Légion de Fer n'est pas pour les faiblards. Vous devez vous défaire de votre équipement et de votre poule. Ce n'est que temporaire, bien entendu. » Ils laissèrent leur barda aux gardes. Une chambre, de la faïence blanche, une odeur de phénol, une couchette. Le docteur se tenait debout, un masque antimicrobien sur la figure, un calot sur la tête. Derrière lui, des portes. Le sous-officier entra avec eux et s'assit sur un tabouret, dans un coin. Le médecin sourit de ses sourcils poivre et sel, et les scruta de pied en cap. « Eh bien, qui sera le premier ?» demanda-t-il d'une voix chantante à l'accent incertain. « Je veux bien m'y coller, » dit le broker en frissonnant. « Déshabillez-vous. Gardez votre slip. Êtes-vous déjà passé devant une commission médicale ?» Le médecin l'examina sous toutes les coutures, distribua de petits coups de maillet, le palpa de ses mains gantées, regarda le fond de la gorge, lui demanda de montrer les dents. Puis il l'écouta respirer avec un stéthoscope. « Et maintenant, baissez votre slip. Allez. Allez, allez. Bien. Vous permettez ? Voilà. Et ça... Qu'est-ce donc ? Quoi ? Demanda Lyoka, tendu. Eh bien, le testicule gauche. On dirait... Vous ne sentez pas ? Ah, alors, comme ça, si, forcément, je sens. Ah, c'est déjà gonflé, hein. Gonflé. Eh ben, docteur, je suis assez bon danseur, alors tout va bien, ça me gêne pas. Bon, puisque ça ne vous gêne pas, à la bonne heure. Rhabillez-vous, mon cher, vous êtes libre. Pour vous, ce sera la porte de droite. Lyoka se rhabilla pendant que le médecin écrivait quelque chose sur un papier. Le sous-officier le lut et hocha la tête d'un air approbateur. « Bienvenue !» Le broker fit un clin d'œil complice à Omer et Artyom, et prit la porte qu'on lui avait indiquée. Derrière, une volée de marches descendait dans la pénombre. « Eh bien, peut-être vous, mon cher !» dit le médecin à Omer. Le vieil homme fit un pas en avant puis se retourna vers Artyom. Que pouvait donc cacher cette commission médicale ? Artyom ne détournait pas les yeux, n'abandonnait pas le vieillard. Soudain, un sentiment de déjà-vu le submergea, et il eut la sensation de se réveiller. Il toussa pour s'éclaircir la voix. Le médecin leva les yeux sur lui, concentré. Omer plia en quatre son imperméable taché et le posa sur le rebord de la couchette, à hauteur des jambes. Il se défit de son pull et révéla le maillot qu'il portait dessous, sale lui aussi, avec des auréoles sous les bras. Il se tint debout, le torse concave, l'abdomen pâle, des poils blancs moutonnant sur les épaules. « Bien, voyons voir ce coup. La thyroïde, sous la barbe. » fit le médecin en plongeant les mains dans les poils argentés. « Tout va bien de ce côté-là. Voyons voir le reste. » Il palpa le ventre d'un Omer tendu et voûté, lui demanda de descendre son pantalon,
et procéda aux vérifications d'usage. Il n'y a aucun gonflement. Vous prenez bien soin de vous, pas vrai? Vous ne montez pas à la surface? Vous achetez de l'eau filtrée, c'est bien ça? Demanda le docteur avec un étonnement et une pointe de respect. Je vous félicite. Je ne refuserai pas d'être en aussi bonne forme que vous à votre âge. Rhabillez-vous. Il écrivit quelque chose sur un morceau de papier qu'il mit dans les mains du vieil homme. Porte de gauche. Omer hésita. Il prit son temps pour enfiler son imperméable. Il repoussait l'échéance tout en jetant un coup d'œil en direction du sous-officier, de l'autorité. « Pourquoi le grand-père doit-il aller à gauche » demanda Artyom à sa place. « Eh bien, mon cher, c'est parce que votre grand-père se porte à merveille, » répondit le médecin. « Regardez donc l'ordonnance. »« Normal. Bon pour le service et l'immigration. » lut Omer en éloignant le morceau de papier de sa figure. Bon pour l'immigration. Ils cherchent des gonflements. Que se passe-t-il s'ils en trouvent? Et où mène la porte de droite? Dietmar, à qui la question était adressée, se contenta de sourire. Eh bien, nous avons envoyé le jeune homme faire des examens complémentaires. Nous ne pouvons statuer sur son cas de manière définitive. C'est là qu'interviennent des spécialistes. Allez-y, grand-père, ne traînez pas. Je dois maintenant m'occuper de votre petit-fils, expliqua le médecin poliment, mais fermement. Omer tira la poignée sans quitter Artyom des yeux. Le jeune homme se tendit, en se demandant s'il serait capable à cet instant de se porter au secours du vieillard, comme il l'avait fait 2 ans plus tôt. Un bourdonnement s'échappa de l'ouverture grandissante. Derrière la porte de gauche commençait un boyau en pierre peint en vert. L'espace était plein à craquer de volontaires, tous torse nus. Un moustachu en uniforme les débarrassait de leurs cheveux les uns après les autres, avec une tondeuse électrique. « Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, » déclara le sous-officier. Omer expira son anxiété, rejoignit les hommes normaux et ferma la porte. Artyom se sentit un peu soulagé lui aussi. « Eh bien, il est temps de nous occuper de vous, jeune homme. Je vois que vous êtes un stalker, c'est bien cela? » « C'est bien ça. » Artyom passa la main sur son crâne. Une calvitie précoce trahissait son métier. « Vous prenez des risques, mon cher, vous prenez des risques. »« Ouais, les problèmes de tout, à ce que j'ai entendu. Couchez-vous sur le dos. Vous n'avez pas froid. Vous n'avez pas la tuberculose. Respirez. Plus profondément. Vous pensez que je vais plus respirer bien longtemps? Demanda Artyom en grimaçant. Bien. Il n'y a rien de dramatique. Quelques crépitations bénignes. Intéressons-nous maintenant aux néoplasies. Il sortit la tête dans le couloir. Voulez-vous bien nous rejoindre? Les 2 costauds qui gardaient la porte les rejoignirent à l'intérieur. C'est pourquoi ça? Eh bien, monsieur le stalker, vous savez parfaitement que le niveau de radiation ne baisse pas. Vos semblables, très souvent, trépassent avant leurs heures. Ne vous agitez donc pas tant. Tenez-le bien, les enfants. Allons, restez couchés, stalker. Le cou. Bien. La gorge, maintenant. Faites « Ah ». Artyom réfléchissait à toute vitesse. L'examen du cou permettait de déceler le cancer de la thyroïde, le plus fréquent pour qui s'exposait aux radiations. Parfois, le premier signe en était l'apparition d'un goitre. Cependant, dans certains cas, le malade se consumait en 1 mois, sans jamais avoir eu de gonflement. Dans d'autres cas, on vivait avec la nuque boursouflée jusqu'à ses vieux jours. Et s'il en trouve un maintenant? S'il me dit qu'il ne me reste que 6 mois à vivre? Le docteur a raison. Chez les stalkers, c'est monnaie courante. Quels sont les examens complémentaires? Un test au rayon X? Qu'allez-vous donc inventer? Des rayons X? Bien, attendez un peu.
Non, ce n'était qu'une impression. Sur le côté maintenant? Ah, c'est ça. Ouais, vous ne vous portez pas trop mal pour le moment. Votre ventre? Mais cessez donc de vous contracter, ça sert à rien. Des doigts couverts de latex, doux et froids, se déplacèrent soudain en ignorant la peau et les muscles, et coururent vers le foie en chatouillant les viscères affolés. Ah, rien d'inquiétant à la palpation. Inspectons les organes génitaux. Vous vous en servez encore? Plus souvent que vous. C'est de vous qu'il s'agit, Stalker. Vous vous êtes choisi une drôle d'occupation, bien sûr. Enfin. Je ne vois ici aucune pathologie particulière. Levez-vous. Vous feriez mieux de rester sagement assis dans le métro comme tout le monde, mais ça vous démange, hein? Faites donc en sorte que je n'ai pas à vous envoyer faire des examens complémentaires la prochaine fois que je vous vois. Combien de temps durent les examens complémentaires? Artyom, malgré lui, s'efforça d'entendre ce qui se passait derrière la première porte. Le silence régnait. Il reporta son attention sur lui-même. Que ressentait-il en ce moment? Avait-il ou non besoin d'en savoir plus sur l'état de santé du broker? Tout était silencieux de ce côté-là également. Le plus important à cet instant était de faire preuve de présence d'esprit, d'attraper Homer par la peau du cou et de lui faire quitter cet endroit en vie. Puis il fallait gagner la Théâtralnaïa avant son invasion par les rouges. C'était la station voisine, distante d'un tronçon de voie. Il était à 2 pas de son objectif. Quant à Lyoka, il avait voulu combattre les monstres. Qu'il commence donc par montrer patte blanche, l'imbécile. Combien? Le temps qu'il faudra, dit le médecin d'un air pensif en remplissant le document pour Artyom. Dans ce domaine-là, mon cher, on peut rien prévoir à l'avance. Dietmar regardait autour de lui avec fierté. Bienvenue. Voici la station Darwinovskaya, anciennement Tverskaya. Est-ce que tu es déjà venu? Non, jamais. Artyom avait de nouveau un chat dans la gorge. Ah, dommage. Elle est méconnaissable. De fait, il éprouvait toutes les peines du monde à reconnaître la station. 2 années plus tôt, les arches basses étaient grillagées, transformées en cages. Dans ces cages, accroupis, pataugeant dans leurs excréments, étaient entassés des noms russes, raflés dans les stations contiguës. Il avait lui-même passé une nuit dans l'une d'elles, à compter les minutes qui lui restaient à vivre avant son exécution, à essayer de respirer tout ce qu'il pouvait, et à réfléchir sur le sens de la vie. Elle a été entièrement refaite. Plus de cages, plus de suie au plafond issues de la combustion des torches, plus de taches de rouille laissées au sol par les coulées de fluide humain. Tout avait été lavé, récuré, désinfecté et oublié. À la place des casemates se dressaient des étals marchands bien soignés, fraîchement repeints, numérotés. Un véritable marché de fête. Une foule s'y promenait, heureuse, paisible, paresseuse. On y repérait quelques familles. Les enfants chevauchaient les épaules de leur père, les jambes ballantes. Un air de musique flottait. Les emplettes allaient bon train. Artyom voulut se frotter les yeux. Il chercha l'emplacement de l'échafaud et fut incapable de le retrouver. « Vous ne reconnaîtrez pas le Reich !» s'exclama le sous-off. « Après que la ligne générale du parti a changé, on a procédé à des réformes. Nous devenons une nation moderne, sans excès. » Dans la foule, les uniformes noirs n'étaient pas nombreux. Les affiches peintes à la main vantant la suprématie de la race blanche avaient disparu, tout comme les banderoles, le métro russe. De tous les slogans du passé, un seul avait survécu. Un esprit sain dans un corps sain. Autour d'eux, les visages reflétaient la diversité et ne comptaient plus uniquement des faciès camards au teint laiteux. Plus frappant encore,
tout le monde était propre et soignait son apparence, à l'instar des habitants de Tchekovskaya-Wagnerskaya, par laquelle ils étaient arrivés. On n'entendait pas de quinte de tout comme à VDNKH, on ne croisait pas d'irradiés au goitre proéminent, et les enfants semblaient avoir été sélectionnés sur catalogue. 2 bras, 2 jambes, et les joues rondes et roses comme les tomates de Sévastopolskaya. Le petit Kirill lui revint en mémoire, qui attendait l'expédition vers le nord. « On dirait la Poliarnie Ezori dont tu parles tant, » dit Artyom en se retournant vers Omer. Le vieil homme marchait derrière eux en traînant les pieds. Il ne cessait d'observer tout ce qui lui passait devant les yeux. Il devait s'imprégner de l'ambiance pour son livre, sans aucun doute. Il avait coincé la poule sous son bras, et son cahier roulé dépassait de la poche arrière de son pantalon. Le reste de leurs biens, y compris l'équipement d'Artyom, ne leur avait pas été restitué. Le sous-officier s'y était opposé. Là-bas, derrière cet angle, dans les locaux de service, nous avons installé un hôpital. Gratuit, bien entendu. Toute la population doit subir une visite médicale 2 fois par an. Et pour les enfants, c'est 1 fois par trimestre. Vous voulez aller voir? Non merci, dit Artyom. Je sors à peine de la commission médicale. Oui, je comprends. Eh bien, dans ce cas, nous pourrions... Je sais. Le long des voies, on avait installé des grues pour le déchargement de marchandises. Des draisines s'alignaient le long du quai. Darwinovskaya est désormais notre marché principal, leur expliqua Dietmar avec fierté. Le gros du volume des échanges se fait avec la Hanse, et il est en accroissement constant. Je pense qu'en ces temps difficiles et troublés, toutes les forces civilisatrices doivent s'unir. Artyom hocha la tête. Qu'est-ce que Dietmar pouvait bien vouloir de lui? Pourquoi lui avait-il épargné la préparation militaire et le passage sous la tondeuse où avaient été conduits tous les autres volontaires? Pourquoi s'était-il montré complaisant quand Artyom avait réclamé la présence d'Omer à ses côtés? Pourquoi accorder les honneurs d'une excursion privée? D'abord à Tchekovskaya, puis ici, à un simple volontaire? Dans ces temps difficiles et troublés? Et voici le tunnel vers Teatralnaya. Tout laisser tomber, et y courir comme un dératé. C'est notre frontière la plus agitée. Nous nous préparons au pire, et fortifions notre position de sorte qu'une souris ne puisse pas se faufiler. Aussi, avec toutes mes excuses, nous n'irons pas dans cette direction. Comment allait-il rejoindre Teatralnaya à présent? La poule se mit à caqueter, à battre des ailes. Omer avait dû la serrer un peu trop fort et manquait de l'étrangler. Mais la poigne du vieil homme était ferme, et l'animal ne put prendre la fuite. À cet instant, Artyom se sentait dans la peau du gallinacé. Comment allait-il faire? Et maintenant, je vous invite à regarder à l'autre extrémité du quai, où nous avons une fabrique de bougies à base de graisse animale, l'une des rares du métro. On se demande bien pourquoi, d'ailleurs. Et un peu plus loin, c'est un atelier de confection. Nous y avons des travailleuses de choc. Les chaussettes qu'elles fabriquent sont tout bonnement magiques. Les gens atteints de rhumatisme ne peuvent plus s'en passer. Bien, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Et si nous descendions vers le couloir de correspondance? Nous y avons installé un secteur d'habitation. 2 escalators qui plongeaient dans le sol dallé de granit de la salle permettaient de rejoindre le passage vers la Pouchkinskaya-Chilerovskaya. Ils descendirent les marches noires polies pour déboucher sur une véritable avenue. Le large couloir était bordé de chaque côté par des maisonnettes, et des luminaires en bronze à l'apparence de torches rehaussaient le marbre. Une de ces maisons en pain d'épices abritait même une école, et des enfants intelligents, vivaces et en bonne santé s'en déversèrent en direction d'Artyom, alors qu'une sonnerie aiguë annonçait la récréation. « Entrons, voulez-vous » Ils firent se lever Ilya Stepanovitch, le professeur qui était assis, pensif, penché sur son journal. Celui-ci leur montra sa classe. Le portrait du Führer, un homme sévère à l'air jeune, les joues mangées par une barbe de 3 jours.
une carte du Reich, des caricatures de rouge, ainsi que des encouragements à faire du sport. Artyom, qui partage nos idées, s'engage dans la Légion de Fer, dit Dietmar. Et voici Omer. Quel nom curieux, commenta Ilya Stepanovitch en enlevant ses lunettes et en se pinçant l'arête de nez. Êtes-vous russe? Ilya Stepanovitch, lâcha Dietmar sur un ton de reproche. Est-ce que ça a de l'importance désormais? C'est un surnom, dit Omer. Dietmar, c'est sans doute la même chose pour Dimitri, non? Oui, j'ai jadis été cela, fit le sous-off en ricanant. Et vous, comment êtes-vous devenu Omer? Les gens se moquaient, parce que je voulais écrire des livres, l'histoire de notre époque. Que dites-vous là? S'exclama Ilya Stepanovitch en tirant sur sa barbe. Oh, de grâce, ne me refusez pas le plaisir de vous recevoir pour un thé, ce sera passionnant. Mon épouse vous régalera d'un déjeuner si vous avez faim. Nous n'y manquerons pas, promit Dietmar, enchanté. Quelle force pour le thé? Aussi fort que l'amour de la patrie, répondit l'autre en souriant de toutes ses dents chevalines jaunies. Nous habitons tout au bout de la correspondance, en face de la famille tzigane. Ah, l'habitat social, fit Dietmar en brandissant son index vers les cieux de plâtre. Grande préoccupation du Führer. Le bloc d'habitation ressemblait au pays des merveilles. Le sol était recouvert de petits paillassons douillés, sur toute la longueur de l'interminable couloir, et on avait accroché au mur des reproductions de glorieuses vieilleries, ainsi que des calendriers illustrés de chats et de fleurs. En chemin, ils croisèrent des femmes en tablier, et des hommes au torse nu, en pantalons à bretelles. Un courant d'air apportait les odeurs de ragoût aux champignons qui s'échappaient d'une cuisine. Et soudain, surgissant d'un recoin invisible, un bambin dévala le boulevard sur un vélo à 3 roues, en riant à gorge déployée. On dirait bien que la vie existe sur Mars, dit Artyom. Vous voyez? Et tout le monde nous diabolise, lança le sous-off par-dessus son épaule. Le couloir de correspondance vers Chilerovskaya s'arrêtait net devant un mur en briques. Dietmar expliqua que la station était en pleine reconstruction et qu'il serait de ce fait impossible de s'y rendre. Ils errèrent encore un long moment là où on le leur permettait, sans jamais s'arrêter. Et pendant cette visite interminable, le sous-off ne laissa pas à Artyom et Omer une seule seconde en tête-à-tête. Il ne pouvait que formuler en silence des conjectures sur son attitude. À l'heure dite, ils frappèrent à la porte de leur hôte. Une jeune femme aux cheveux noirs, aux yeux bruns et au ventre arrondi les accueillit à la porte. « Narinet », se présenta-t-elle. Dietmar sortit de sa manche une bouteille de champagne qu'il avait achetée on ne savait quand, remplie d'un liquide mystérieux, et l'attendit dans un geste galant à la maîtresse de maison. « Dommage que vous ne puissiez pas y goûter, » lui glissa-t-il. « Je suis prêt à parier que c'est un garçon. Ma mère avait sa méthode à elle pour le savoir. Si le ventre est rond, c'est que c'est un garçon. Si c'est une fille, il prend une forme de poire. »« J'aimerais bien que ce soit un garçon, » dit l'intéressé. « Un travailleur. »« Un protecteur » s'exclama Dietmar. « Entrez, entrez. Ilya va arriver d'un instant à l'autre. Vous pouvez vous laver les mains dans le cabinet de toilette. » Ils possédaient en effet leur propre cabinet de toilette, minuscule, mais séparé du reste de l'habitation, comme dans les appartements abandonnés à la surface. Une cuvette à la place d'un simple trou dans le sol, une vasque en faïence sur son pied, et un loquet fixé à la porte en bois. Sur un des murs était même accroché un tapis épais. « Magnifique !» commenta Dietmar. « Beaucoup de froid émane du mur, » expliqua la maîtresse de maison, en lui tendant une serviette. « On garde la chaleur comme on peut. » Il fut décidé d'enfermer la poule d'Omer dans les toilettes. On lui donna même quelques miettes à picorer.
Le maître de maison revint du travail et couva Omer d'un regard où se mêlaient avidité et curiosité. Il fit entrer ses invités dans une chambre joliment aménagée, les fit asseoir dans un canapé dépliant et servit à chacun du thé avec son ingrédient secret, dans un petit verre propre. « Alors, comment trouvez-vous notre Reich ?»« C'est étonnant, » admit Omer. « Et dire que dans tout le métro, les gens nous évoquent pour faire peur à leurs enfants ?» fit Ilya Stepanovitch, en grimaçant et buvant cul sec le contenu de son verre. « Nous traversons de tels changements, essentiellement depuis l'adresse du Führer pour la nouvelle année. » Il se tourna vers un portrait au crayon, identique à celui affiché dans sa classe. « Ce n'est pas grave. Qu'ils viennent constater par eux-mêmes. Même la Hanse ne peut pas se targuer d'un système de protection sociale aussi performant que le nôtre pour ses citoyens. D'ailleurs, le programme d'accueil des migrants est en train de se mettre en place. On reconstruit Schillerovskaya. C'est pour la Légion de Fer ? Aussi, mais pas seulement. Vous n'imaginez pas le nombre de volontaires qui affluent de partout dans le métro. Beaucoup viennent avec leur famille. Pour ne parler que de ce mois-ci, nous avons reçu 2 nouveaux dans la classe. Je dois reconnaître que le renoncement au nationalisme est une idée absolument géniale. Quelle bravoure! Imaginez le courage qu'il faut pour reconnaître publiquement lors d'un rassemblement du parti que la ligne politique des dernières années, que dis-je, du dernier siècle, est erronée. Quelle preuve de virilité! Le proclamer à la face de tous les délégués. Vous croyez sans doute que le parti est composé de pantins sans volonté, pas vrai? Permettez-moi de vous détromper. Il existe bel et bien une opposition et elle est féroce. Certains apparatchiks sont là depuis bien avant l'arrivée du Führer. Et jeter le gant au visage de ces bonzes. Ha! Vous savez, j'aimerais lever mon verre à sa santé. Au Führer! Lança Dietmar en se levant d'un bond. Même Nariné trempa les lèvres dans son verre. Ne pas lever le verre, ce serait révéler gênant. Aussi Artyom et Omer trinquèrent-ils. À quoi bon cacher nos fautes? Nariné et moi... Le Führer nous a donné une chance en autorisant les mariages mixtes, dit Ilya Stepanovitch en posant tendrement la main sur celle de son épouse. Et pas seulement une chance, cet appartement. Avant, Nariné vivait à Paveletskaya Radial, le jour et la nuit. C'est tout simplement le jour et la nuit. J'ai eu l'occasion de passer là-bas, dit Artyom, mal à l'aise sous le regard de braise de son interlocuteur. Les vantaux hermétiques y sont cassés, c'est bien ça? Je me souviens que des tas de saletés y descendaient depuis la surface. Et il y avait beaucoup de malades, à cause des radiations. Nous n'avons jamais eu de malades, d'aucune sorte, déclara soudain la menue Narinée avec une voix haineuse. Vous racontez n'importe quoi. Artyom en resta pantois et décida de se taire. Ainsi, l'histoire change sous nos yeux, reprit Ilya Stepanovitch d'une voix où résonnait la joie, en caressant d'un geste apaisant la main de son épouse. Et vous avez bien raison d'avoir décidé d'écrire maintenant. Moi-même, vous savez, j'enseigne l'histoire du Reich à mes élèves, depuis l'Allemagne d'Hitler jusqu'à nos jours. Aussi, une idée me taraude-t-elle. Et si je me lançais dans la rédaction d'un manuel, ne devrais-je pas écrire au sujet de notre grand métro? Et voilà que je me découvre de la concurrence. Il se mit à rire. Trinquons-nous, chers collègues, à la santé de tous ces imbéciles qui demandent pourquoi il faudrait rédiger des manuels d'histoire, à tous ces imbéciles qui nous malmènent, et dont les enfants apprennent grâce à nos manuels. Omer ferma brièvement les yeux, mais accepta de porter le toast. Quant à Artyom, il coulait des regards en biais vers Nariné. Celle-ci ne mangeait rien, n'écoutait pas la conversation. Ses bras serraient dans un geste protecteur son gros ventre rond, où nichait un garçon conçu dans le mélange de 2 sangs. « Eh bien, c'est vrai, pourquoi pas? Écrivez-le, ce manuel !» s'écria Dietmar, gagné par l'enthousiasme du professeur. « Voulez-vous que j'en touche un mot à la direction?
Après tout, nous disposons d'une presse. Nous publions bien la revue militaire Le Point de Fer. Alors pourquoi pas un livre? Vous êtes sérieux? Demanda l'enseignant. Bien entendu. L'instruction des enfants est la plus importante des tâches. Indubitablement. Et il est très important dans ce cas de préserver les événements de façon convenable, n'est-ce pas? C'est primordial, absolument primordial. Par exemple, notre opposition avec les Rouges. Leur propagande nous accable de tous les péchés capitaux. Vous avez pu constater la situation par vous-même, dit Dietmar en se tournant vers Omer. Mais il y a encore beaucoup de gens qui les croient et n'osent même pas venir chez nous. Et imaginez, renchérit Ilya Stepanovitch, imaginez seulement que vous ayez commencé à écrire sur le Reich sans jamais y être allé. Qu'auriez-vous raconté de nous aux générations futures? Des histoires effroyables, des sottises. Et vous, qu'allez-vous raconter? Lança Omer, incapable de se contenir davantage. La vérité naturellement. Mais à chacun sa vérité, n'est-ce pas? Fit le vieillard. Peut-être même chez les Rouges. S'il y a tant de monde pour les croire, chez les Rouges, la propagande remplace la vérité avec beaucoup de succès, intervint Dietmar. Cet égalitarisme. Je vous le dis, les monstres ont pris le pouvoir chez eux et ont entrepris de laver le cerveau des gens normaux. Ils les montent contre nous, ils les préparent à la guerre. Où est donc la vérité? Des indigènes affamés. Croyez-vous qu'il soit difficile de leur faire avaler tout et n'importe quoi? Croyez-vous qu'ils cherchent à démêler la vérité du mensonge, à séparer le bon grain de l'ivraie? Lança Ilya Stepanovitch. Comment pourrait-il reconnaître qu'ici, dans le Reich, nous avons construit un modèle social qui n'a pas d'équivalent dans tout le métro? Non, ils nous mettent sur le dos des légendes de camps de concentration et de fours. Narinet pressa sa pomme contre sa bouche, comme si elle avait peur qu'un mot interdit pût s'en échapper. Puis elle se leva précipitamment et sortit. Contrairement à Artyom, Ilya Stepanovitch ne remarqua pas le départ de son épouse. « Et que comptez-vous écrire au sujet des monstres » demanda Omer. « Qu'y a-t-il à écrire là-dessus » Eh bien, si j'ai bien compris, ils sont désormais... C'est eux que le Reich combat désormais, n'est-ce pas? À la place des... Oui, tout à fait, confirma Ilya Stepanovitch. Et comment? Comment les combat-il? Sans pitié, lui souffla Dietmar. Et qu'est-ce que vous en faites? De ce que vous trouvez? Quelle importance, on les envoie faire des travaux rééducatifs, dit le professeur en se renfrognant. C'est qu'on peut donc rectifier la monstruosité par ces travaux? Et qu'en est-il du cancer? Quoi? Le cancer. J'ai entendu dire que le Führer tenait le cancer pour une monstruosité génétique. Je serais bien curieux de savoir de quels travaux il s'agit. Eh bien, si cela vous intéresse tant, fit Dietmar avec un sourire, nous pouvons vous montrer cela. Mais prenez garde à ce que vos mains ne s'habituent pas aux manches de pioche. Vous ne pourriez plus tenir un stylo. Ah, il sera beau, votre manuel. N'est-ce pas de la compassion envers les monstres que je viens d'entendre? Demanda Ilya Stepanovitch. Comptez-vous les décrire dans votre livre comme des angelots joufflus? Les explications du Führer à leur sujet sont claires. Si nous laissons ces êtres se multiplier, la prochaine génération humaine ne sera pas viable. Voulez-vous qu'ils diluent notre sang dans le leur? Voulez-vous que vos enfants naissent bicéphales? Est-ce bien cela que vous voulez? Des enfants à 2 têtes peuvent naître chez n'importe qui, dans n'importe quel métro, s'écria Omer en bondissant de son siège. De pauvres enfants malades. Que faites-vous donc de vos enfants à 2 têtes? Ilya Stepanovitch ne répondit pas. Omer se tut aussi. Sa respiration était saccadée. Artyom, qui n'avait pas pris part à la discussion, comprit soudain que le vieillard s'était montré bien plus courageux que lui. Il eut envie de tuer quelqu'un au nom de ce vieillard, pour se montrer à la hauteur de son courage. Eh bien, voyons voir à quoi ressemble la prose de notre révéré historien écrivain dans son livre.
Dietmar se pencha au-dessus de la table en trempant sa tunique dans la salade, et s'empara adroitement du cahier d'Omer. Artyom se leva d'un bond, mais Dietmar porta la main à son holster. « Assieds-toi !»« Arrêtez !» fit le vieillard. Nariné entra dans la chambre en courant. Ses traits étaient tendus, ses yeux brillants. Dans cette petite chambre, Artyom craignait d'affronter Dietmar. Une balle perdue pouvait faucher n'importe qui. La jeune femme effrayée se blottit contre son mari. « Tout va bien, mon amour. »« Ilya Stepanovitch, je vous laisse juge. » Sans éloigner la main de son arme, Dietmar tendit le cahier au professeur. « Très volontiers, » fit l'autre avant de laisser échapper un ricanement. « Bien, commençons par le début. Ouais. Ils ne revinrent ni le mardi, ni le mercredi, ni même le jeudi, qui avait été convenu comme le dernier délai. Ouais. Voilà, l'écriture simplifie rien, là, hein. Le premier poste de contrôle était en état d'alerte. C'est quoi ce gribouillis, là? Ah, 24 heures sur 24. Mais dites-moi, les virgules, vous avez décidé de vous en passer? Bon, pour le moment, c'est de la littérature, hein. Prenons au milieu. On s'ennuie. Ah. Homère, donc lui. L'analyste. Le forgeur de légendes. Émergé à peine. Papillon éphémère à la lumière du jour. Et imaginez-vous, hein. Forgeur de légendes avec des traits d'union. Forgeur, trait d'union. Trait d'union. Légende. Et pourquoi pas Anna trait d'union, liste, tant que vous y êtes? Ça pique les yeux. Et c'est de vous-même que vous écrivez cela, chers collègues. Ah ben, en voici encore. Seul contre une légion de tueurs, seul contre tous. Alors, d'une voix entêtée, elle dit « Je veux un miracle. » Ah, ça c'est du pathos. Et alors que se passe-t-il? Des filets d'eau gargouillèrent crescendo. Gargouillèrent, ouais. Une brèche, hurla quelqu'un. C'est la pluie, criait-elle. Ah, elle compare la pluie avec une brèche, ouais. Ah, c'est romantique. Omer semblait avoir avalé sa langue. Artyom ne quittait pas le holster des yeux. Bon, prenons la fin, même si je pense que, en ce qui concerne votre écrit, tout est clair. Il la fredonnait doucement, comme une berceuse. Bon, là, c'est bien le diable si j'arrive à déchiffrer les gribouillis. Voilà. Omer ne retrouvera jamais la dépouille de Sacha à la Toulskaya. Et puis quoi encore? Magnifique. Ah, tout simplement magnifique. Tenez. En joignant le geste à la parole, il lança le cahier sur la toile cirée mouillée. Il n'y a rien d'erroné là-dedans, hein. Seulement du verbiage prétentieux. Allez vous faire foutre, lâcha Omer en essuyant le cahier sur son pantalon, avant de le ranger dans une poche intérieure. Mais laissez tomber. Commencez par apprendre à écrire sans faute. Ensuite vous pourrez la réécrire, votre Iliade. C'est vous-même qui vous êtes surnommé Homère, personne d'autre, j'en suis certain maintenant. Merde! La moitié du livre ne parle que de vous. Qu'est-ce que vous allez évoquer l'histoire? Il n'y a plus de place pour l'histoire. C'est un vieux livre. Le nouveau sera différent. Eh bien, que le nouveau soit meilleur. Dietmar retira soudain la main de son holster pour se saisir de son verre. Nous avons débattu, nous nous sommes disputés, et ça suffit. Je bois à votre nouveau livre. Hein, Ilya Stepanovitch? Comment nous conduisons-nous avec nos hôtes? Veuillez nous excuser. Parce que votre femme en est toute retournée. D'ailleurs, il y a des passages qui m'ont bien plu dans ce qu'Ilya Stepanovitch a lu. Moi-même, je suis pas un grand spécialiste de la virgule, et pour le reste, tout va bien. Je vous prie de nous excuser, Omer Ivanovitch. Nos esprits se sont échauffés parce que le sujet dont nous parlions est sensible, pour tout le monde. Pour tout le monde, confirma le professeur en posant la main sur le ventre de son épouse.
Votre remarque à propos d'enfants à deux têtes manquait de tact. Je ne pense pas avoir besoin d'insister, vous comprenez maintenant, Omer Ivanovitch. Vous comprenez, n'est-ce pas? Fit Dietmar. Nous avons manqué de tact, vous avez manqué de tact, je vous propose de considérer l'incident comme clos. Oui, très bien. Omer s'empara du verre posé devant lui et le vida d'un trait. Artyom le soutint. Auriez-vous du tabac? Demanda-t-il les yeux dans le vague. Je vous fais profiter du mien, proposa Dietmar. Pourriez-vous fumer dans le cabinet de toilette, s'il vous plaît? Leur demanda Nariné. Artyom sortit la poule du réduit, s'enferma dans les toilettes, s'assit sur la cuvette, roula une cigarette du tabac pris à l'ennemi, l'alluma, aspira la fumée et laissa lentement sortir les démons de la colère. Il avait besoin de se rafraîchir les idées. Il se souvint du mur qu'isolait le tapis. Il passa la main sur les fibres. Étaient-elles fraîches? À quoi servait-il alors? Il glissa la main entre le tapis et le mur. Un mur, tout ce qu'il y avait de plus normal. Pas froid du tout. Pourquoi mentir au sujet du tapis alors? Artyom termina rapidement sa cigarette, noya le mégot et écouta si on assassinait quelqu'un dans la pièce voisine. Il lui sembla que non. Dietmar, le joyeux drille, riait à gorge déployée. Il monta sur la cuvette, trouva à tâtons les fixations du tapis sur le mur, le souleva au prix d'un effort et le déposa. Que s'attendait-il à trouver derrière? Une petite porte, avec une serrure que seule une clé d'or pouvait ouvrir? Pour les habitants de la station, le pays des merveilles commençait de ce côté du tapis. Qu'y avait-il d'autre? Il n'y avait rien. Un mur nu peint en blanc. Des briques recouvertes de plâtre. Le tapis n'était là que pour la décoration. Et maintenant, il devait remettre cette décoration lourde et inutile à sa place, en faisant correspondre clous et œillets. Il n'en avait aucune envie. Malgré tout, Artyom plaqua le front puis la joue contre le mur, ce qui ne lui fut d'aucun secours. La cigarette avait été plus efficace. Pourtant, quelque chose. Avait-il halluciné? Il colla l'oreille contre la brique recouverte de plâtre. Derrière le mur, quelque part dans l'envers du décor, on mugissait doucement. Mais cette douceur apparente ne venait que du mur épais, qui devait étouffer des hurlements inhumains terrifiants. Puis le silence s'abattait pour quelques secondes, le temps de remplir des poumons, et les hurlements reprenaient. On pleurait, on lançait des suppliques incompréhensibles, on s'étouffait dans des sanglots, et tout recommençait. On aurait dit que derrière ce mur on plongeait quelqu'un dans un bain d'huile bouillante. Artyom se décolla de la paroi. Qu'y avait-il derrière? La station Chilerovskaya. Cette correspondance menait à Chilerovskaya, et elle se terminait en cul-de-sac parce que la station était en reconstruction. Elles étaient belles, les réformes. « Hé, Stalker !» La voix de Dietmar résonnait derrière la porte. « Ouais, j'ai eu une absence, j'arrive. » Artyom banda ses muscles et souleva le lourd tapis du sol. Il fallait surtout qu'il fasse attention à ne pas tomber dans la cuvette. Il retrouva les fixations alors qu'il était à bout de force. Puis, silencieusement, il redescendit de la cuvette. Un silence ouaté régnait à nouveau dans les toilettes. Les propriétaires des lieux pouvaient à nouveau chier en paix. « Alors, que penses-tu de cet appartement ?» Dietmar était toujours dehors, comme si lui aussi avait un besoin pressant. « C'est le grand luxe. Je vais te faire une confidence. Pas loin, il y en a un identique. Et disponible. » Artyom fixa son interlocuteur.
C'est un logis social en cours de rénovation. Selon les quotas, il nous revient à nous, les militaires. Ça te dirait d'y habiter? J'en rêve. Eh bien, nous, on pourrait récompenser un héros de la Légion de Fer, en manière d'exemple, pour une action d'éclat. Quelle action d'éclat? Dietmar tira sur sa cigarette et laissa échapper un petit ricanement. Toujours sur les dents parce qu'on a mouché ton vieux, hein? Détends-toi, c'était un test. Tu l'as pas trop mal réussi. Quelle action d'éclat? Un petit appartement avec des sanitaires séparés, ça sonne bien, pas vrai? Et une pension d'anciens combattants. Tu pourras laisser tomber tes excursions à la surface. Le docteur t'a prévenu et pourtant tu continues. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dietmar fit tomber sa cendre par terre et observa Artyom de pied en cap d'un regard froid. Son sourire avait disparu et le grain de beauté sur sa figure impassible avait l'air d'un impact de balle. Les Rouges veulent prendre Teatralnaïa. C'est une station neutre, elle l'a toujours été. Pour eux, c'est une épine dans le pied. Ils tiennent Okotny, Riyad et Plochtchad Revolutsi. Et rien qui permette d'aller directement de l'une à l'autre. Le seul chemin passe par Teatralnaïa. Nos services de renseignement nous informent qu'ils ont décidé d'opérer la jonction. Nous ne pouvons l'accepter. Cette station est au bout du tunnel en partant d'ici. Le prochain coup qu'ils porteront sera contre le Reich. Tu m'écoutes? Je ne fais que ça. Nous avons mis sur pied une opération pour sauver Teatralnaïa de leurs griffes. Il faut couper les couloirs de correspondance entre Teatralnaïa et Okotny Riyad. La couper de la ligne rouge, pour qu'ils n'aient pas le temps d'opérer leur mouvement de troupes. Des couloirs de correspondance, il y en a 3. Tu devras t'occuper de celui du haut, qui traverse le vestibule de la station. Tu passeras par la surface, par la rue Tverskaya, et tu entreras dans le vestibule pour y placer une mine. Tu feras ton rapport sur ta radio et tu attendras notre signal. Artyom aspira la fumée de la cigarette de Dietmar à plein poumon. Et pourquoi n'envoyez-vous pas des gars à vous? J'ai peine à croire que vous n'ayez pas de stalker. Nous n'en avons plus. Il y a 2 jours, un groupe de 4 combattants est monté à la surface, avec la même mission, avant de disparaître. Nous n'avons pas le temps d'en former d'autres et nous devons agir de toute urgence. Nos hommes à Teatralnaïa pourraient être repérés, et les Rouges lancer leur offensive à tout instant. Le vestibule de Teatralnaïa est ouvert? Il n'est pas bouché? Tu ne le sais pas? C'est pourtant ton rayon. D'accord. Est-ce que tu vas le faire? Si le vieillard vient avec moi, j'ai besoin de lui. Non, lâcha le sous-off en souriant, et l'impact de balle redevint un grain de beauté. J'en ai plus besoin que toi, pour la simple et bonne raison que si tu ne nous contactes pas dans les délais impartis, si tu ne fais pas sauter ce putain de couloir, et si tu ne reviens pas dans les temps, il me faudra quelqu'un à interroger. Artyom fit un pas dans sa direction. Dietmar siffla. Aussitôt, la porte de l'appartement s'ouvrit à la volée, et 3 hommes en uniforme noir déboulèrent, Kalachnikov à la main. « Accepte !» dit le sous-off. « Tu feras quelque chose de grand, quelque chose de bon et d'utile. »